Ce chapitre est intitulé Transformation de Laplace. Il s'agit d'une nouvelle méthode basée sur le concept de transformation intégrale qui permettent de résoudre pas mal de problèmes d'équations différentielles d'ordre supérieur ou bien des équations aux dérivées partielles. On va voir dans ce chapitre une partie introductive pour définir le concept de la transformation de Laplace. Et puis on va compléter cette définition par la notion de transformation inverse qui permet de retrouver la fonction originale. On va définir également l'ensemble des fonctions de visite qui jouent un rôle très important pour modéliser les phénomènes de type on-off. Et puis on va voir un tableau récapitulatif qui regroupe l'ensemble des transformations classiques qu'on peut utiliser pour résoudre les problèmes différentiels. Dans les deux sections suivantes, on va voir deux théorèmes principaux concernant la propriété du retard, ou bien ce qu'on appelle shifting theorem. Et puis on va voir une propriété aussi importante que le théorème du retard. Il s'agit des transformations des dérivées, et c'est une propriété qui permet essentiellement de résoudre les équations, les problèmes différentiels. On va entamer par la suite la résolution de quelques problèmes typiques à valeur initiale, et puis on va étudier quelques exemples d'équations aux dérivées partielles à la fin de ce chapitre. On commence par la première partie introductive pour ce chapitre. Et on commence par signaler que de nombreux problèmes dans la réalité représentent des systèmes mécaniques ou électriques par exemple, et qui sont agis par des termes de force qui ont un caractère discontinu ou impulsif. Alors, en particulier, ce genre de caractère ne peut pas être traité par des méthodes classiques lorsqu'on résout les systèmes différentiels qui modélisent ce genre de phénomène. En particulier, lorsqu'on s'intéresse à résoudre des équations différentielles ordinaires, notamment les équations différentielles ordinaires d'ordre supérieur, les méthodes classiques deviennent un peu plus difficiles pour les résoudre. Et c'est une raison, parmi d'autres, qui nous motive pour utiliser les transformations intégrales telles que la transformation de Laplace. Et donc, on va voir dans ce chapitre la méthode de la transformation de Laplace qui est basée, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le concept de transformation intégrale, comme d'autres types de méthodes, telles que la transformation de Fourier. On définit maintenant la notion de continuité par morceau des fonctions qui font l'objet des transformations intégrales. C'est une notion relativement simple et qui est associée à la continuité de la fonction f sur des sous-intervalles de son ensemble de définitions. Si par exemple on subdivise l'intervalle de définition i en sous-intervalles ti plus 1, alors on dit que la fonction f est continue par morceau si elle est continue sur chaque sous-intervalle de l'intervalle i. Et puis la fonction f converge lorsque les extrémités de chaque sous-intervalle sont atteintes depuis l'intérieur. Alors, d'après cette définition de continuité par morceau, il n'est pas nécessaire que la fonction f soit définie aux extrémités. On définit maintenant la transformation de Laplace pour les fonctions f continues par morceau et qui sont définies pour un paramètre t positif. Alors l'expression de la transformation de Laplace pour cette fonction, on peut la noter grand F. C'est une fonction qui dépend d'un paramètre complexe et qui est égale à cette expression. Bien sûr, sous condition de convergence qu'on va voir par la suite. Bien sûr, ici, on note la transformation de Laplace de la fonction petit f par grand F pour rendre les écritures plus simples, notamment lorsqu'on s'intéresse à résoudre des équations différentielles ou bien des équations en dérivées partielles.
Pour la convergence de cette intégrale, cette condition suffisante, qui est vérifiée pour des paramètres t suffisamment grands, permet de garantir la convergence de la transformée de Laplace. En effet, il suffit de procéder par des majorations simples et puis décomposer le paramètre S en partie réelle et en partie imaginaire. Par la suite, et pour des raisons pratiques, on va se contenter sur cette définition de la transformée de Laplace pour les paramètres S réels, notamment lorsqu'on s'intéresse à résoudre les équations différentielles ou bien les équations aux dérivées partielles. Dans cet exemple, on va calculer la transformée de Laplace de la fonction exponentielle moins at pour les réels supérieurs strictement à moins a. Il suffit d'utiliser la définition et puis utiliser les techniques d'intégration simple pour trouver le résultat, sans oublier que on a considéré S supérieur à moins a. Donc, à partir de cet exemple, on peut bien généraliser les transformées de Laplace des fonctions exponentielles moins at pour les paramètres a complexes. Par exemple, si on considère la fonction exponentielle i bt, alors il suffit de remplacer le a par moins ib, et puis on aura la transformée de Laplace de la fonction exponentielle. Plus encore, puisque la fonction exponentielle peut être décomposée en fonctions trigonométriques via les formules d'Euler, on trouve facilement la transformée de Laplace des fonctions cosinus et sinus respectivement en procédant à une identification entre la transformée de Laplace de l'exponentielle et le résultat qu'on vient de trouver. Maintenant, on va essayer de justifier cette propriété simple qui concerne la transformée de Laplace d'une fonction f multipliée par le paramètre t. La technique qu'on peut utiliser pour justifier ce résultat, basée sur la règle de Leibniz. En effet, en utilisant la définition, et puis on utilise la dérivation d'une intégrale par rapport à un paramètre, on peut bien se servir de la règle de Leibniz, comme j'ai dit tout à l'heure, pour permuter l'intégrale et la dérivation par rapport à S, ou bien pour introduire la dérivation par rapport à S à l'intérieur de l'intégrale, dériver la fonction exponentielle moins st par rapport à S, et puis regrouper les fonctions pour trouver l'opposé de la transformée de Laplace de la fonction t f de t. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on passe à la deuxième section de ce chapitre, dans laquelle on définit la notion de transformation inverse pour récupérer la fonction originale d'une transformation de Laplace. Alors, pour compléter la transformation de Laplace, on peut utiliser cette définition simple de la transformation de Laplace inverse d'une fonction grand F définie par cette relation. C'est une fonction qui permet de retrouver la fonction originale, petit f, de sorte que grand F représente la transformée de Laplace de cette fonction. Et puis on peut bien montrer que les deux opérateurs L et L-1 sont linéaires en considérant deux fonctions f1 et f2 et puis deux paramètres alpha bêta complexes. C'est une propriété qui est très importante, notamment lors de la résolution des problèmes différentiels. Je note également qu'il existe une forme plus générale de la transformée de Laplace inverse qui est basée sur la théorie des fonctions à variables complexes. Et donc, pour éviter d'utiliser des connaissances approfondies associées à cette théorie, on peut se contenter de cette définition simple. On passe maintenant à la section suivante pour étudier les fonctions de visite. On définit la fonction de visite h de t
ou bien ce qu'on appelle fonction échelon unité, par cette expression. C'est une fonction qui est définie à gauche et à droite du point 0. Et plus généralement, on peut définir cette fonction de e-visite à gauche et à droite d'un point A. La fonction de e-visite est une fonction typique, largement utilisée en ingénierie pour modéliser des phénomènes du type on-off. Et puis, je signale qu'on ne va pas se préoccuper de la fonction de visite en A, puisque plusieurs références utilisent différentes définitions en A. Et donc, on utilise la convention h de 0 égale à 1,5. Puis, si jamais on multiplie la fonction de visite par une fonction f, on peut modéliser toutes sortes de situations. Dans cet exemple, on trace les graphiques des fonctions g de t et q de t dans lesquels figure la fonction de e-visite. Pour chacun des deux exemples, il suffit de remplacer la fonction de e-visite par ses valeurs et puis tracer la fonction sur chaque partie de R+. On passe maintenant à la section suivante, dans laquelle on présente un tableau récapitulatif qui contient un ensemble de transformations de Laplace classiques qu'on peut utiliser directement lors de la résolution des équations différentielles ou bien des équations aux dérivées partielles. On peut voir ici plusieurs types de transformations de Laplace qui concernent les fractions, les fonctions trigonométriques, les fonctions hyperboliques, les fonctions complexes, le produit de fonctions, et puis une propriété importante, la transformation de Laplace de la dérivée de fonction. Je signale que cette propriété est très importante, notamment pour la résolution des problèmes différentiels. Par exemple, si on s'intéresse à calculer la transformée de Laplace de la fonction de visite, il suffit d'utiliser la définition, sachant que la fonction de visite elle est non nulle à droite du point A, ce qui va restreindre l'intégrale entre A et plus l'infini. Maintenant, pour déterminer la transformée de Laplace inverse de cette fonction, il suffit d'utiliser la notion de linéarité de cette transformée et puis chercher les fonctions originales sur le tableau. On passe maintenant pour voir le premier théorème important de ce chapitre, appelé théorème du retard. Ce premier résultat représente en fait un moyen très pratique pour calculer la transformée de Laplace des fonctions multipliées par exponentielle moins at dans les deux sens, c'est-à-dire la transformée de Laplace et la transformée de Laplace inverse. En effet, il suffit tout simplement d'utiliser la définition de la transformée de Laplace, regrouper les exponentielles, et puis utiliser encore une fois la définition de la transformée de Laplace, cette fois-ci en S plus A. Et puis, à travers la définition de la transformée de Laplace inverse, on peut récupérer notre fonction originale exponentiellement at fois g de t. Comme exemple, on calcule ici la transformée de Laplace de la fonction t à la puissance 6 multipliée par exponentielle 4t. Alors, si on fait la correspondance entre cette fonction et les paramètres qu'on vient de voir dans le résultat du premier théorème de retard, on a a égale à moins 4, g de t égale la fonction en question, g de t égale à t à la puissance 6, et puis il suffit de calculer la transformée de Laplace de la fonction g de t.
Après, on remplace le paramètre s par s plus 1, c'est-à-dire s moins 4. Et finalement, par le premier théorème du retard, on obtient la transformée de Laplace de notre fonction. On passe maintenant au deuxième résultat important de ce chapitre concernant le deuxième théorème du retard. Ici, la transformée de Laplace de la fonction décalée, c'est-à-dire la fonction g multipliée par la fonction des visites, n'est autre que la transformée de Laplace de cette fonction g multipliée par exponentielle moins s. En effet, en utilisant la définition de la transformée de Laplace pour cette fonction décalée, avec un changement de variable q égale à t moins a, on obtient ce coefficient exponentiel moins s qui ne dépend pas de q et qu'on peut faire sortir à l'extérieur de l'intégrale, et puis remplacer l'intégrale par la transformée de Laplace de la fonction petit g. C'est ce qu'il fallait démontrer. Exemple, on vous demande ici de calculer la transformée de Laplace de la fonction décalée, c'est-à-dire t-4 multiplié par la fonction de visite. Il suffit de fixer les termes et les fonctions en considérant ici la fonction g de t égale à t et a égale à 4, et puis on peut utiliser le deuxième théorème du retard qu'on vient de voir. Ce qui reste à faire, c'est calculer la transformée de Laplace de la fonction t en utilisant le tableau pour trouver le résultat qu'on cherche. On passe maintenant à la section suivante, dans laquelle on va voir cette propriété principale de la transformation des dérivés et qui permet de résoudre des équations différentielles ordinaires linéaires avec des coefficients constants. Il s'agit de la formule suivante, dans laquelle on peut bien voir que la transformée de Laplace permet de faire disparaître la dérivée au niveau de la fonction petit f pour avoir une certaine combinaison des transformées de Laplace. En effet, on commence par utiliser la définition de la transformée de Laplace, et puis on procède par intégration par partie pour trouver le résultat. Sans oublier que la convergence de la fonction exponentielle moins stf de t en plus l'infini est bien justifiée. Et puis en utilisant la même technique, c'est-à-dire l'intégration par partie et la définition, pour étendre ce résultat pour la transformée de Laplace de la dérivée n-ième des fonctions f. Par exemple, on s'intéresse à montrer ce résultat en utilisant la transformée des dérivées. On considère la dérivée de la fonction petit f en utilisant le théorème fondamental des intégrales. Et puis, il suffit de calculer la transformée de Laplace de la fonction petit g et utiliser ensuite la transformation des dérivées qu'on vient de voir. Et donc, on obtient le résultat. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière section de ce chapitre, dans laquelle on va parler de la résolution des problèmes à valeur initiale, en particulier les équations différentielles ordinaires munies de conditions supplémentaires. À partir de notre problème à valeur initiale, c'est-à-dire l'équation différentielle ordinaire munie de conditions, on applique la transformée de Laplace pour établir un problème algébrique qui permet de déterminer l'expression de la transformée de Laplace de la fonction qui figure dans notre problème. Et finalement, on applique la transformée de Laplace inverse pour retrouver la solution du problème original. Je précise qu'en général, cette méthode fonctionne pour les équations différentielles linéaires à coefficients constants.
Et l'avantage principal de cette méthode, c'est qu'elle permet d'éliminer l'ordre de dérivation qui figure dans l'équation différentielle ordinaire et permet de simplifier les conditions initiales dans les calculs. Comme exemple, on va utiliser la transformée de Laplace pour résoudre ce problème à valeur initiale d'ordre supérieur, muni de 4 conditions. D'abord, on applique la transformée de Laplace à notre équation différentielle, et puis on utilise les conditions initiales pour trouver l'expression de la transformée de Laplace de la solution de l'équation. Et puis, on applique la transformée de Laplace inverse pour récupérer la solution du problème original. Il suffit ici de décomposer cette fraction en éléments simples et puis chercher les fonctions originales sur le tableau récapitulatif. Et finalement, dans la dernière section, on va voir comment on peut résoudre les EDP, notamment celles qui sont linéaires à coefficient constant. On peut suivre presque les mêmes étapes que la résolution des équations différentielles ordinaires par la transformée de Laplace, c'est-à-dire à partir de notre EDP muni de conditions, on applique la transformée de Laplace pour établir une équation différentielle ordinaire. En résolvant cette équation, on peut bien déterminer l'expression de la transformée de Laplace de la solution du problème original, et puis on applique la transformée de Laplace inverse pour retrouver cette solution. Pour cette raison, on va étendre ici la notion de transformée de Laplace pour les fonctions à deux variables. Il suffit de considérer l'une des deux variables et utiliser la même définition de la transformée de Laplace pour les fonctions classiques. Également, on peut bien montrer ses propriétés principales qui sont très utiles lors de la résolution des EDP. Par exemple, si on veut justifier le dernier résultat, il suffit d'utiliser la définition de la transformée de Laplace par rapport à la variable t. Et puis on utilise la règle de Leibniz pour faire sortir la dérivation par rapport à x à l'extérieur de l'intégrale et remplacer l'intégrale par la transformée de Laplace de la fonction w. En utilisant la même technique, on peut bien montrer que la transformée de Laplace de la dérivée seconde de w n'est autre que la dérivée seconde par rapport à cette variable de toute la transformée de Laplace, qu'on a notée par w bar. Par exemple, si on s'intéresse à résoudre cette équation dérivée partielle munie de deux conditions, en utilisant les transformées de Laplace. Suivant le schéma, il suffit d'appliquer la transformée de Laplace à l'EDP, utiliser les conditions initiales pour trouver cette équation différentielle ordinaire qu'on doit résoudre par la suite. N'oubliez pas que le coefficient A dépend de S et qu'on peut déterminer à travers l'application de la transformée de Laplace à la condition initiale pour 0t. Ce qui permet de trouver l'expression explicite du coefficient ou bien de la fonction AS, remplacée dans l'expression de la transformée de Laplace de W pour trouver cette expression. Maintenant, on doit utiliser la transformée de Laplace inverse pour retrouver la solution de notre problème. Ici, on peut utiliser le deuxième théorème du retard, qui concerne les fonctions multipliées par exponentielle moins AS, pour récupérer une fonction sous forme d'une fonction décalée. Alors, en fixant ces termes, grand G de t égale à 1 sur s carré, le coefficient A égale à x au carré, qui est supposé fixe par rapport au paramètre t, puisqu'ils sont deux paramètres indépendants, il suffit de calculer la transformée de Laplace inverse de 1 sur s carré,
et donc combiner tous ces résultats dans l'expression de la solution du problème original. Alors, on a ici la solution s'écrite sous forme d'une transformée de Laplace inverse de la fonction 1 sur i s carré multiplié par exponentielle moins sx au carré. On utilise le deuxième théorème du retard qui donne lieu à une fonction décalée qu'on peut écrire sous cette forme explicite.